Bienvenue tout le monde à ce séminaire qui est le premier d'un cycle qui s'appelle Français par large. Et Edgar va nous parler un peu plus de qu'est-ce que c'est ce cycle de séminaire qu'on inaugure aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va parler de vie, disparition et mort, gestion des corps migrants, pratiques d'accueil et race dans les paysages frontaliers de la Méditerranée. Et nous avons avec nous Karolina Kobylinski. On est très content de l'accueillir à l'IRMC. Donc Karolina est chercheuse en anthropologie au laboratoire d'ethnologie et de sociologie comparative de l'Université Paris-Nanterre et au CNRS. Après avoir travaillé sur le traitement des demandeurs d'asile en France à partir d'une ethnographie de l'attente au sein des centres d'accueil et d'une étude des pratiques de jugement à la Cour nationale du droit d'asile, la recherche actuelle de Karolina, dont elle va nous parler aujourd'hui, porte sur les morts aux frontières de l'Europe. Elle interroge le devenir de ces morts étrangers, bien souvent inconnus, de même que les imaginaires de la mort de celles et ceux qui traversent les frontières. À partir d'une démarche ethnographique, Karolina Kobylinski étudie la gestion des corps retrouvés aux frontières sud de l'Europe, en Espagne et Italie, et elle explore les récits autour de la mort aux frontières auprès de migrants et migrantes préparant ou ayant réussi la traversée. Ce faisant, il s'agit de proposer une réflexion sur la violence du régime contemporain des frontières et de repenser le sens de la migration lorsqu'elle se fait au risque de la mort. Donc Karolina va nous présenter son travail et différentes parties de ses travaux ethnographiques. Et nous avons aussi Edgar Córdoba-Morales, qui n'a pas vraiment besoin d'introduction car on le connaît tous après sa affiliation ici à l'IRMC, qui malheureusement se termine dans quelques jours car il va repartir terminer sa thèse à Mexico. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas, Edgar, qui a aussi organisé bien sûr le séminaire d'aujourd'hui, est doctorant en anthropologie au CIESAS Mexico, Centre de recherche d'études supérieures en anthropologie sociale, et actuellement en accueil scientifique à l'IRMC. Il est en train de terminer de rédiger sa thèse intitulée Les résistances migrantes, les subjectivités politiques et la production de régimes frontalières à la frontière sud du Mexique et en Méditerranée centrale. Ses principaux domaines de recherche portent sur les mobilités, les études critiques des frontières, l'anthropologie juridique et la race. Il a été bénéficiaire de la bourse de recherche de moyenne durée de l'IRMC sur l'Algérie et en octobre 2021, il a fait partie du comité d'organisation du cycle projection débat violence en migration, regarde croisée Tunisie-Mexique à Tunis et a réalisé plusieurs ateliers doctoraux théoriques et méthodologiques à Tunis, à Sousse, sur ses travaux en Tunisie et en Grèce aussi. Et pour terminer, moi je suis Valentina Zagaria et je suis chercheuse anthropologue aussi en postdoctorat à la Central European University et chercheur associé ici à l'IRMC. Et je travaille aussi sur les questions de mort aux frontières depuis 2011, avant en Italie et depuis 2015 en Tunisie, dans le sud-est tunisien, à côté de la frontière libyenne. Et aujourd'hui, du coup, je vais un peu modérer les discussions. Donc, nous allons écouter Karolina pendant environ 40 minutes, suivie par une petite réflexion menée par Ed sur l'importance de ces questions au-delà de la Méditerranée et de l'espace africain-européen. Donc il va nous parler aussi du Mexique. Et nous allons après ouvrir la discussion pendant une trentaine de minutes. Et nous allons terminer en vous invitant tous à un pot de départ pour Edgar vers 19h30 au Paradiso. Donc, without further ado, Karolina, merci beaucoup d'être là. Merci. À toi. Merci. Bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, bien sûr, remercier l'IRMC de m'avoir invité. Je suis vraiment contente d'être là. J'aurais voulu rester plus longtemps, en fait. Mais c'est déjà ça. Donc, je suis vraiment contente. Et je voulais remercier aussi Edgar d'avoir organisé la rencontre.
et avec Valentina, tous les deux, de m'avoir suggéré un dialogue à partir de nos différents travaux et réflexions. Donc ils m'ont envoyé un mail avec des propositions de discussion et d'axes croisés vraiment super ambitieux. Comme la proposition de la conférence qui a dans ce titre, il y a énormément de choses que je ne pourrais sans doute pas traiter. Mais je vais essayer d'évoquer ou, disons, d'engager un dialogue autour de quelques-unes de ces questions: vie, disparition, mort, gestion des corps, pratique d'accueil, race, dans le paysage frontalier de la Méditerranée et ailleurs. Donc je vais essayer d'évoquer quelques-unes de ces questions en posant la focale sur les façons dont la mort traverse les vies à la frontière. Comment elle organise, comment elle accompagne plutôt c'est ceux qui souhaitent aller en Europe sans avoir pu obtenir les autorisations que les différents États leur demandent. Comment la mort elle est à la fois un horizon possible, une réalité matérielle très concrète, une présence spectrale, et comment la mort traverse aussi, autrement, la vie des habitants et des habitantes des deux frontières. Et donc je vous propose d'initier une sorte d'exploration à travers 4 entrées ethnographiques, des sortes de petites pastilles pour vous faire vous introduire un petit peu dans mon terrain. Ces petites entrées sont toutes fondées sur les enquêtes que je conduis auprès des jeunes hommes originaires d'Afrique de l'Ouest qui se trouvent dans la Provence marocaine de Nador et dans l'enclave espagnole de Melilla, et auprès d'hommes et des femmes engagés dans le traitement des morts à Catane, en Sicile. Donc sans tarder, je vais commencer par une première entrée, une sorte de vignette. Assis à l'abri du soleil qui tape fort cet après-midi, à quelques pas de la route, au pied de la montagne marocaine, Fodé Yatara, guinéen, 22 ans, me raconte ses multiples tentatives de franchir les clôtures. À chaque fois qu'on tente, la vie est en jeu. Des frères sont morts à la barrière, je cite, et personne ne sait rien sur eux. Ils disparaissent. C'est comme si la boue les avalait. Son ami, dont le nom m'échappe, silencieux depuis notre rencontre 1h30 ou quelques plus tôt, ajoute: les morts disparaissent tout simplement. La barrière dont parle Fodé est cette triple clôture de plus de 10 km de long qui couvre la totalité de la frontière terrestre mélillense, dont la construction est plutôt un événement marquant dans le processus de bordering, de transformation de Melilla en frontière européenne. Et à ces clôtures, comme vous le savez, des clôtures qui ne cessent d'être rehaussées, s'ajoutent des barbelés, des systèmes de surveillance, des patrouilles, etc., etc. Des nombreuses histoires, comme celle racontée par Fodé, sur des morts qui surviennent à chaque tentative de traverser les clôtures et dont les corps disparaissent, circulent depuis des années autour de l'enclave. Les récits coïncident sur les causes du décès. Ces personnes décèdent dans la confrontation à la barrière avec la gendarmerie marocaine et la Guardia civile. Mais lorsqu'il s'agit d'expliquer la disparition des corps, que personne ne retrouve de part et d'autre de la barrière, le récit cède sa place à toute une série d'hypothèses. Ils seraient avalés par la terre ou par la boue, ils seraient mangés par des chiens, ou bien enterrés dans des fosses communes, ignorées de tous. Et en parlant d'ailleurs avec des personnes que j'ai rencontrées autour de cette frontière, mais une fois qu'elles n'étaient plus à la frontière, étonnamment, une fois qu'elles étaient sur le continent européen, une autre explication m'a été rapportée, qui était celle du trafic d'organes. Mais quel que soit le sort du corps, des corps, les hypothèses formulées sur la disparition des morts à la barrière n'ont rien d'apaisant, évidemment.
Ces histoires qui circulent aux alentours de Melilla contribuent à façonner un univers quotidien incertain, incertitude associée aux possibilités de mourir, aux probabilités de réussir le franchissement des frontières. Et comme toute rumeur, celle-ci révèle les inquiétudes d'un espace particulier, où il y a une très forte présence des forces de l'ordre. Et ces histoires s'appuient sur l'existence avérée d'une gestion brutale des personnes migrantes à la frontière, des abus, des mauvais traitements de la part des forces marocaines et espagnoles. En quelque sorte, ces histoires mettent en main la violence à la frontière. Dans ces rumeurs, ce qui me semble intéressant, c'est que la mort en soi est moins importante que la crainte de disparition. La disparition viendrait plonger les personnes migrantes définitivement dans une sorte d'invisibilité dont ils font déjà en partie l'expérience et dont elles cherchent à tout prix à s'extraire par la migration. Ces histoires, en quelque sorte, font de l'obsession individuelle une affaire collective, voire même une question politique, car c'est bien la frontière qui est l'agent de disparition. Je m'arrête là pour la première petite partie et je passe à la deuxième, qui cette fois-ci est de l'autre côté des barrières. Cette fois, sous le pont, proche du centre de séjour temporaire où il est hébergé à Melilla, assis sur une pierre, Nabat Tigré, burkinabé, 23 ans, mange un tiep préparé par une dame nigérienne à quelques mètres. D'autres personnes discutent un peu plus loin, fument, écoutent de la musique. Nabat Tigré reçoit alors un message sur son portable. C'est un ami qui est toujours de l'autre côté des barrières au Maroc, qui l'informe d'une embarcation qui a chaviré en tentant d'arriver sur les côtes andalouses. 2 corps ont été récupérés. Il raccroche. En me racontant ce qu'il vient d'apprendre, Nabat parcourt les contacts sur son téléphone. Il appelle un ami qui est à Tanger. C'est probablement de Tanger que le bateau est parti, me dit-il. Oui, cet ami est déjà au courant. Non, il ne sait pas qui faisait partie de cette tentative de franchir la frontière. Un peu plus tard, alors qu'on se baladait dans le centre-ville, Nabat Tigré croise des connaissances. Ils ont également appris nos nouvelles, mais n'ont pas d'autres informations pour le moment. L'éruption des morts dans la vie quotidienne à travers les portables n'est pas un événement extraordinaire, bien évidemment, au contraire. Les messages indiquant que des corps ont été retrouvés, que l'on n'a plus de nouvelles de telle ou telle personne, qu'un bateau semble avoir disparu, sont assez fréquents. Ils poussent tout d'abord celles et ceux qui reçoivent et qui participent à la circulation de ces informations à s'assurer que des amis ne se trouvent pas parmi les morts ou les disparus. Ils conduisent ensuite à faire un geste, pour reprendre une expression de Nabat. Ce geste consiste à tenter de découvrir qui sont les personnes décédées afin de pouvoir retrouver les familles et leur annoncer le décès du proche. Cette annonce est le geste essentiel pour toutes les personnes migrantes que j'ai rencontrées. C'est lui qui permet d'éviter ce que beaucoup appellent la disparition totale. Donc, contacter la famille pour que le mort ne disparaisse pas parmi les siens, pour que la famille puisse s'en occuper. Souvent d'ailleurs plus symboliquement que matériellement, puisque les corps, comme vous savez, disparaissent beaucoup en mer et les rapatriements sont quand même très, très rares. Mais même lorsque le corps n'est pas rapatrié, qu'il est enterré dans un cimetière à la frontière sans présence des membres de son entourage, mettons, ou qu'il reste quelque part au fond de la mer, le mort peut ainsi être réintégré au sein des siens et éviter l'incertitude et l'anonymat liés aux disparus. Au cours de la traversée, Nabat Tigré, comme beaucoup, avait pris des mesures afin d'éviter ce risque de disparition, c'est-à-dire d'être absent parmi les siens, à la fois physiquement et socialement. Il avait demandé à un jeune Bissa du Burkina Faso comme lui, originaire d'un village proche du sien, compagnon de route depuis plus d'1 an, d'apprendre le numéro de téléphone de sa mère par cœur. Et il avait appris pour sa part, le numéro de téléphone de la grande sœur de son ami. Geste simple. Je vais passer à la troisième petite partie. Je ne le vois pas, mais il est là. Je le sens et il m'apaise.
C'est ainsi que Mamadou Diawara, 27 ans, originaire du Mali, me parle pour la première fois de ce jeune qu'il a vu mourir en mer. Il ignore son nom, il sait seulement qu'il était Peul et qu'ils ont partagé la même embarcation. Sa présence, me dit-il, l'escorte partout où il va. À Melilla, où je le rencontre pour la première fois, Mamadou me raconte que le bateau était à la dérive, que le petit, comme il l'appelle désormais, était faible, qu'il est tombé à l'eau, qu'il s'est noyé sous ses yeux. Et Mamadou, lui, fait partie des rescapés qui ont été secourus et reconduits au Maroc. Après ce naufrage, Mamadou Diawara décide d'éviter la mer et de tenter sa chance à la barrière. Pour cela, il rejoint les campements du Gourougou, cette montagne qui se trouve du côté marocain, à quelques kilomètres seulement de Melilla, et où s'organise la vie des personnes migrantes dans l'attente de réussir le franchissement des clôtures, la vie dans des conditions de grande précarité, je ne vais pas revenir sur ça, donc une vie à la marge, et marquée aussi par l'expérience du racisme. Mamadou, en arrivant, suit les conseils de ceux qui sont là depuis plus longtemps et s'astreint à un entraînement strict pour avoir des chances de réussir le saut des barrières. Il s'agit la plupart du temps d'une affaire collective, on pourra en parler tout à l'heure si vous voulez. Donc des centaines de personnes qui courent, qui doivent franchir les fossés, les barbelés, escalader une première barrière de 6 mètres, après une deuxième, après une troisième, et éviter les agents de la gendarmerie et de la Guardia civile. Et pour Mamadou Diawara, les tentatives s'enchaînent sans succès. Un après-midi, lorsqu'il remontait avec 2 compagnons vers le campement, après une expédition pour récupérer de la nourriture dans les poubelles de la ville, le petit apparaît. Plusieurs mois après sa mort, il était là. Mamadou se souvient de ce moment dans ces termes, je le cite. On marchait, j'étais dans mes pensées, et puis j'ai su qu'il était là. Je me suis arrêtée un instant, et après j'ai continué le chemin. Il était là. Je n'ai pas parlé aux frères sur le coup, j'étais comme étourdie. J'ai senti sa présence. Ça m'a un peu étonnée peut-être. Oui, ça m'a étonnée. Mais j'ai tout de suite compris que c'était bien. Depuis ce jour, le petit apparaît de façon inopinée mais fréquente dans son quotidien. Mamadou sent sa présence. Il ne se parle pas, mais il sait que le petit le regarde. Dans nos conversations, Mamadou dit souvent l'apaisement que ce compagnon invisible et muet lui procure. Ce n'est pas le cas de tous mes interlocuteurs ayant affaire à des réunions. L'apparition d'un compagnon décédé en mer ou dans le désert, à l'état de veille, comme c'est le cas pour Mamadou, ou dans les rêves pour d'autres, ne laisse bien évidemment pas indifférent. Et ces fantômes affectent celles et ceux qui sont pris, en quelque sorte, dans ces apparitions. Mamadou se sent accompagné, il vit en quelque sorte sous le regard protecteur de celui qu'il appelle le petit, mais pour d'autres personnes rencontrées, ces présences sont plutôt source d'inquiétude, d'angoisse. Certains le vivent comme une sorte d'invasion. Après plus d'1 an sans l'avoir vu, je retrouve Mamadou dans une ville de la banlieue parisienne, quelques jours après son arrivée en France. Et je lui demande si son compagnon continue d'apparaître. Et il acquiesce d'un léger sourire et il me dit « Le petit fait partie de moi ». À travers sa capacité à sentir la présence du petit, à lui accorder une place dans sa vie, dans son être, Mamadou prolonge ou permet plutôt au fantôme de prolonger le petit, d'accomplir d'une certaine manière le rêve de ce jeune. Au moins en fantôme, il a traversé de nombreuses frontières et il accompagne aujourd'hui Mamadou Diawara dans sa vie qui désormais se déroule dans l'est de la France. Je m'arrête là pour la 3e et je vais passer à la 4e et dernière, avant d'essayer de dire quelque chose de tout ça. Faire quelque chose pour ses morts, disons, c'est la moindre des choses, un acte minimal d'hospitalité. C'est ainsi que Riccardo Reitano, sicilien, la cinquantaine,
résume l'initiative dont il est l'un des moteurs et qui vise à identifier les corps des personnes décédées dans la Méditerranée et enterrées dans le cimetière municipal de Catane. Entre 2015 et 2018, Catane devient l'un des premiers ports d'arrivée des personnes migrantes sur le territoire italien. Et en mars 2016, le quai du port, où se déroulent les débarquements, est formellement considéré un hotspot. Un hotspot où se met désormais en place un dispositif national qui vise à identifier et enregistrer toutes les personnes migrantes vivantes qui pénètrent sur le territoire et ensuite à les trier, les dispatcher, vous connaissez son nom, vers différentes structures un peu partout dans le pays. Donc plusieurs milliers de personnes dont la vie est en péril en mer sont conduites à Catane. Le comité local de la Croix-Rouge est sur le port, avec plein d'autres institutions, pour assurer les premiers secours médicaux, la distribution d'eau et des biscuits, d'un kit d'hygiène et d'amis. Au cours de cette action, Riccardo, avec d'autres membres de la Croix-Rouge, qui sont tous engagés dans le programme RFL pour Restoring Family Links, distribue également des cartes de visite afin de faire savoir aux nouveaux arrivants et arrivantes que ce programme peut venir en aide en cas de séparation familiale. En fait, né, vous le connaissez peut-être, mais né il y a plusieurs décennies afin d'aider les familles en quête de proches disparus à cause des conflits armés ou des catastrophes naturelles, Restoring Family Links, RFL, est aujourd'hui déployé en bonne partie pour contribuer au rétablissement du contact familial perdu à cause des conditions du franchissement des frontières. Pendant cette période, 2015-2018, autour de 260 corps des personnes décédées au cours de la traversée sont conduits à Catane, à Catane. Le désarroi devant les morts inconnues et la colère face à l'absence d'enquête officielle d'identification vont pousser à l'action un petit groupe de bénévoles engagés initialement au sein de ce programme. Ils vont démarrer un travail auprès du cimetière où sont enterrés donc les corps, et à partir de là, ils vont entrer en contact avec différentes institutions susceptibles d'avoir des informations sur ces morts. Le comité local de la Croix-Rouge va alors signer des accords, d'abord avec la mairie, ensuite avec les autorités judiciaires, permettant d'avoir la coopération des institutions, telles que l'état civil, les pompes funèbres municipales, cimetières bien sûr, toutes les forces de l'ordre, police scientifique, squadron mobile, etc. Et surtout, d'avoir leurs données. En faisant le pari que la mise en lien de toutes les données concernant un même corps peut apporter des pistes sur son identité, l'objectif devient alors de travailler à la construction d'une base de données permettant de rassembler toutes ces informations et donc qui permettrait, en suivant les fils des pistes, arriver ou contribuer à l'identification des corps qui sont enterrés à Catane et donc dans un deuxième temps à retrouver leur famille. Donc dans la base de données, pour que vous ayez une idée, après on pourra en parler, s'articulent des informations contenues dans des documents très divers, des certificats de décès, des formulaires d'inspection médico-légale, des procès-verbaux des survivants et des survivantes qui sont obtenus avant même le débarquement, des déclarations de recherche d'un proche, des objets trouvés avec le corps, etc. Depuis les premières visites avec les différentes institutions, avec Filippo Furri, avec qui je conduis cette enquête à Catane, nous avons constaté l'enthousiasme et l'engagement des personnes qui travaillent dans les différentes institutions et qui se mobilisent pour ce projet. Leur implication d'ailleurs dans le projet s'accompagne toujours d'un discours empathique pour parler de ces morts autres. Et cette empathie s'articule à des formes d'humanisation de ces morts, de souligner l'humanité partagée avec ces défunts, et puis elle se décline souvent dans des rapprochements entre les morts et les vivants, notamment entre ces jeunes décédés. La jeunesse des morts est toujours quelque chose qui revient, qui est pointé dans les discours. Donc un rapprochement entre ces jeunes et non jeunes. Il s'agisse d'un nous catanais, siciliens, italiens, italiennes, européens, européennes, selon le contexte de locution bien sûr, et qui rend compte, me semble-t-il, d'une forme de proximité.
Mais aux côtés des discours, de nombreuses pratiques rendent compte des modes d'attachement de nos interlocuteurs et interlocutrices à ces morts-là. Visiter le monument en hommage aux morts en Méditerranée et le carré migrant, qui est cet espace au sein du cimetière consacré exclusivement aux morts débarqués à Catane au cours des dernières années, y laisser des fleurs, s'y recueillir, aussi voir apparaître ces morts-là en rêve de façon récurrente, parler d'eux à ses enfants au cours de repas de famille, imaginer collectivement leur vie, leurs histoires, leur parcours. Il s'agit là, en fait, d'actes assez minimes, mais d'où émerge une sorte de nouvelle inscription sociale de ces morts, une façon de les accueillir dans la famille et peut-être, ce faisant, dans la société locale. Lorsque le cadre résumé par acte minimal d'hospitalité l'objectif du projet à ses débuts, il n'avait probablement pas en tête la place que le mort allait prendre dans sa vie, ni dans celle de ses camarades. Il s'agissait avant tout de respecter, c'est un terme qui revenait beaucoup, respecter les morts en leur offrant l'hospitalité, un autre terme, qu'ils auraient dû avoir envie. Autrement dit, l'hospitalité à l'égard des morts était mise en avant comme l'antithèse de l'hostilité des pratiques du traitement des personnes migrantes vivantes. Elle impliquait, donc cette hospitalité-là, impliquait à la fois un ensemble de pratiques qui visaient à prendre soin des corps anonymes, et en même temps la dénonciation publique du caractère inhospitalier et meurtrier du régime contemporain des frontières nord. Mais la place attribuée à ces morts, la connexion affective qui les lie, cette proximité, voire même parfois pour certains une sorte de parenté par substitution ou parenté fictive, dote la notion d'hospitalité employée par les cadres ou par d'autres d'une dimension supplémentaire beaucoup plus intime. Et ensemble, ces différentes composantes de l'hospitalité assignent les morts à la place dont les cadres et d'autres, nos autres interlocuteurs, pensent que ces jeunes avaient peut-être un jour rêvé. Donc ça y est, les 4 petites entrées ethnographiques ont été lues. Pendant longtemps, je me suis dit que la frontière européenne pouvait être pensée comme un espace de mort. Espace de mort, une notion que j'emprunte à l'anthropologue Michael Taussig, qui l'emploie dans son travail sur les exploitations de caoutchouc dans le Putumayo au début du XXe siècle, tout ce qui est aujourd'hui la Colombie. Donc, Putumayo, où se déploie une culture de la terreur et où la torture constitue une pratique systématique. Taussig, d'après ce que j'ai pu lire et chercher, ne définit pas très clairement cette notion, mais il montre comment il est question d'un environnement construit à la croisée des politiques, des techniques, des discours, des entités de statut divers, et d'où émergent certaines caractéristiques. La banalisation de la mort, la circulation des récits autour de la potentialité de la mort, des morts qui surviennent, ainsi que la création de nouvelles formes de donner sens à la vie et à la mort. Et donc tout ça sont des traits saillants de cet espace de monde. Des traits qui résonnent fort, il me semble, avec les bouts de terrain que je vous ai présentés. Bien sûr, je ne veux pas dire par là que la frontière européenne est comparable au Putumayo du début du XXe siècle. Mais en fait, le traitement migratoire, tel qu'il se déploie aujourd'hui, crée un espace qui normalise la mort des personnes au cours de la traversée. Et cet espace de mort est construit à l'intersection aussi de beaucoup de choses. Il est construit à l'intersection des politiques restrictives en matière de migration qui instaurent une forme de séparation raciale, des techniques sophistiquées de contrôle, des discours criminalisant les étrangers, les étrangères, de l'invisibilité statistique des morts de la migration, et aussi de l'absence de protocoles communs d'identification et de prise en charge des morts.
Lorsqu'on envisage la frontière comme espace de mort, on s'intéresse donc aussi bien à la mort qu'à la vie, à la façon, ou plutôt aux façons au pluriel, dont la mort s'immisce dans la vie de celles qui tentent la traversée, et celles et ceux qui habitent les lieux frontières depuis longue date, disons. Mais j'ai comme l'impression, donc en essayant de réfléchir avec vos propositions, j'ai l'impression que pour mieux entrer dans l'épaisseur des vies à la frontière, ou aussi dans ce que Tausig appelle ce trouble épistémique qui la caractérise, il faut la considérer un peu aussi, peut-être surtout, j'en sais rien, comme un territoire de disparition. Et disparition, vous l'aurez compris, non pas comme un euphémisme de mort, mais comme une réalité singulière. Donc, pour Naba, dans la première vignette, pour Fodé, non, c'était la deuxième, pour Fodé Yetara dans la première, pour la plupart des personnes que j'ai rencontrées, mort et disparition sont distinguées. Donc la mort apparaît comme la fin normale de la vie, qu'elle soit une mort accidentelle, qu'il s'agisse d'une bonne mort ou d'une mal mort. Le mort est pris en charge par la communauté, s'inscrit dans des rituels déjà connus. Il occupe une place définie dans la société, et en cela il continue d'exister. La disparition, quant à elle, elle est énigmatique. Elle est, je l'ai déjà dit, à la fois absence physique et sociale, et constitue un effacement qui suspend la personne qui est disparue dans un espace-temps particulier, dans un espace-temps spectral. Et les vignettes, il me semble, montrent, j'essayais de montrer à travers elles, à quel point la possibilité d'un tel effacement est vécue comme une hantise. Faisons l'histoire de la disparition en tant que catégorie dans un livre qui vient de paraître. Le sociologue Gabriel Gatti raconte comment les maires de la Plaza de Mayo, au début de la dictature argentine en 1976, ont forgé un nouveau terme en provoquant un petit glissement du disparu comme participe passé au disparu comme substantif, ce qui implique en espagnol un changement de verbe. Está desaparecido devient es desaparecido. Là, c'est le problème du verbe être. Donc, est disparu lorsque le verbe être implique un état, está desaparecido. Es, c'est es desaparecido, lorsque le verbe être désigne la nature de quelque chose. Donc, les disparus comme substantifs sont pléthores à la frontière. Ces personnes dont personne ne sait ce qu'elles sont devenues, dont on n'arrive plus à retrouver les traces, que l'on peut soupçonner décédées, mais dont les corps sont introuvables. Les disparus côtoient aussi les fantômes des morts, et côtoient aussi les corps sans nom retrouvés ici ou là. Toutes ces entités, et encore d'autres dont on n'a pas parlé, mais on pourrait en discuter tout à l'heure, sont engendrées par les politiques à l'œuvre, et ces entités ensemble peuplent la frontière et poursuivent les parcours de celles et ceux qui la traversent. Ces entités, que j'appelle faute de mieux être de frontière ou être à la frontière, ou en anglais c'est plus simple, border beings, rappellent pour certains les réfugiés ontologiques dont parle l'anthropologue Anick Kwon dans son travail sur les morts des guerres au Vietnam. Il s'agit des errants qui n'ont pas eu de sépulture et qui ne peuvent pas être fixés ni dans le monde des morts, ni dans celui des vivants. Et cette porosité-là est très présente à la frontière. Il suffit de s'attarder sur les fantômes, qui font sans doute écho à des modalités de présence et d'existence que les personnes à qui ils apparaissent connaissent déjà, et qui justement ne sont pas forcément clairement ni dans le monde des morts, ni dans le monde des vivants. Mais il y a aussi les disparus, qui portent cet indistinguable,
qui portent en eux cette indistinction et cette impossibilité à les fixer quelque part. Donc les 4 entrées ethnographiques que je vous ai proposées rendent compte, il me semble, de quelques-unes des façons dont cette violence du régime contemporain des frontières, qui est l'exposition à la mort, ce filtre s'introduit chez celles et ceux qui essaient de les franchir, chez celles et ceux qui les habitent. Les modes d'existence que les vivants accordent aux morts, aux disparus, aux fantômes, à toutes ces entités de frontières, les soins que des hommes et des femmes, migrantes ou non, prêtent aux morts, dont ils et elles ne sont pas directement affiliés, toutes ces pratiques, tout ce dont je vous ai parlé, se déploient dans la vie de tous les jours, et parfois même dans l'intimité des personnes. Et je vais finir. Bientôt. Les dimensions politiques et intimes de la violence de frontières s'imbriquent dans une sorte de jeu d'échelle qui met constamment en tension la visibilité et l'invisibilité des morts, l'invisibilité et l'exprimabilité, si on peut dire ça comme ça, des vies qui côtoient la disparition. Et donc, dans cet esprit, je voudrais finir avec les termes des 2 interlocuteurs. De Naba Tigray, dont je vous parlais tout à l'heure, qui me disait « J'essaye de garder en moi un petit peu de chaque frère mort sur la route, à la frontière. Même aujourd'hui, cette frontière, elle est là. Elle touche sa poitrine de la main droite. Elle me traverse de la tête aux pieds. » Et les termes de Ricardo Reitan, qui écrivait à propos d'un débarquement auquel il avait participé, 9 corps ont été débarqués. De loin, je vois un bénévole, visiblement en difficulté, qui parle à une jeune fille et je l'approche. Ils pleuraient tous les deux. La jeune fille racontait comment elle avait perdu sa sœur en mer. Mais, me dit la fille, elle n'est pas parmi les 9 corps à bord. Elle l'a vu descendre dans des vagues. Elle ne voulait pas le signaler, de peur qu'on lui montre des corps dont elle savait qu'ils n'étaient pas ceux de sa sœur, elle en était sûre. Et comme ça, pour nous, du côté chanceux de la Méditerranée, cette fille n'est même pas morte, elle n'a jamais existé. Mais ce n'est pas comme ça. Sa sœur le sait, et je le sais aussi. Il y avait une fille sur ce radeau qui n'a pas réussi à la traverser. Je connais son nom. Il est écrit dans mon carnet de la main de sa sœur. Elle avait 20 ans, elle venait du Nigeria et elle s'appelait Juliette. Donc les trajectoires et les expériences de Naba et de Ricardo sont certainement très différentes. Mais il me semble que ces 2 passages disent une même chose. Que les morts des frontières les ont transformés. Qu'ils vivent désormais avec les morts. Ricardo a partagé avec moi cet extrait de son journal intime quelques années après le débarquement dont il parle. Et Naba, quant à lui, il m'a dit cette phrase au cours d'une conversation qui a eu lieu 3 ans après avoir quitté la frontière sud de l'Europe. Donc la frontière se poursuit. Mais tous les deux, comme beaucoup d'autres personnes rencontrées, gardent vraiment précieusement les traces des morts auxquelles ils ont eu affaire. Ils deviennent une sorte de mémoire où sont imprimés, conservés, parfois restitués, des bouts d'histoire des frontières, des fragments de vies perdues, et qui contiennent, je crois, surtout l'espoir de contrer la disparition. Je vais m'arrêter là. Merci. Oui, c'était absolument intéressant. Merci à Carolina pour son exposition. Et justement, moi, son exposition me touche parce que justement, il nous parle des personnes, des histoires intimes, des histoires des migrants sur la route.
Et cela contraste très fortement justement avec les données statistiques que produisent des organisations comme l'OIM qui dépolitisent justement les disparitions comme des chiffres et ne font pas voir justement comment ces disparitions en fait sont complètement intrinquées avec les géographies racialisées du régime frontalier européen, euro-méditerranéen plutôt. Donc je voulais aussi essayer d'établir un pont empirique, épistémique aussi, autour justement de la disparition et de la mort, mais de l'autre côté du monde, de l'autre côté de l'Atlantique, Amérique latine, d'où aussi Carolina est originaire. Justement aujourd'hui, ces jours-ci, j'écoute beaucoup Charly Garcia, qui est un peu comme un patrimoine latino-américain de la musique latino-américaine, et il a une chanson que j'aime beaucoup qui s'appelle Los Dinosaurios. Où justement il parle sur les disparitions pendant la dictature et justement il commence par dire les personnes que tu aimes peuvent disparaître et à la fin il donne quand même aussi une sorte de... il nous laisse aussi la possibilité de pouvoir atteindre la possibilité que la disparition est aussi un champ social de la contestation. Parce qu'il dit les dinosaures, c'est-à-dire les militaires, la dictature, ils vont aussi disparaître. Donc aussi, je pense qu'il est important de dire et de souligner que la disparition aussi est un champ, aussi, est une catégorie aussi qui invite à la contestation et à la solidarité, à partir justement de ces violences-là. Et justement, je voulais parler aussi à partir justement du texte des travaux de Carolina sur les traitements de corps à la frontière italienne, en Sicile, comment le sort des cadavres des disparus aussi fait l'objet d'hypothèses et des recherches dans de nombreux espaces frontaliers. Par exemple, au Mexique, on parle beaucoup des fosses communes. Comme peut-être certains d'entre vous le savent, le Mexique est un pays où il y a autour de 5000 disparus. Donc depuis quelques années, la disparition non seulement des migrants, mais aussi des gens qui sont victimes de la guerre contre le trafic des drogues, justement, ces violences ont déclenché une tragédie humanitaire, une catastrophe, dans les paroles de Gabriel Gatti, qui définit la disparition comme une catastrophe, non comme un événement, non comme un trauma, mais plutôt une catastrophe parce que c'est là, parce que cette catastrophe ou cette violence sociale déclenche une sorte de instabilité à long terme dans les subjectivités et dans les émotions des personnes, c'est-à-dire les personnes qui cherchent leurs disparus. Alors qu'il s'agisse des fosses communes, des cimetières, la mer ou la jungle au Mexique, cela aussi nous fait voir comment la disparition en tant que catégorie commence dans la vie, en vie déjà, lorsque les personnes essaient de migrer, justement, où la précarité, la vulnérabilité et l'illégalisation des personnes racisées contribuent à ces formes de violence. Ça veut dire que cette invisibilité est liée au processus d'identification de corps. Pourquoi? Parce que justement, les personnes qui migrent d'une façon illégalisée n'ont pas la possibilité d'être enregistrées dans aucune base de données, donc déjà ils n'ont pas de possibilité d'avoir des visas, en raison de la nécessaire clandestinité de la mobilité, et donc du coup, cela aussi fait que lorsqu'on retrouve des cadavres, des corps, l'ADN ne sert pas à grand chose, puisque les familles de ces personnes qui disparaissent n'ont pas aussi la possibilité de voyager jusqu'au Mexique ou aussi jusqu'en Méditerranée éventuellement pour pouvoir faire un match d'ADN, aussi vu parce qu'il y a ces conditions-là qui les mènent à disparaître, auxquelles ils doivent affronter, c'est-à-dire un visa, de l'argent, etc. Donc je pense qu'il est important de prendre en considération comment la disparition aussi commence en vie. Et justement, ce n'est pas non plus, souvent on a tendance à croire que la disparition ou ces violences-là sont isolées ou sont résultat de quelque chose d'exceptionnel, alors que ce sont des processus de longue date aussi. Et justement, ce sont des sortes d'accumulation des vulnérabilités sociales. Et justement, où culmine avec la mort ou la disparition. Aussi, je voulais faire une petite relation entre la science et la mort, et le pouvoir aussi.
Justement, une chose qui m'a beaucoup surpris du travail des Carolinas, c'était justement apprendre que, par exemple, en Europe, il n'existe pas encore un système commun d'identification pour les cadavres des migrants. Alors que c'est la mer, on parle de la mer la plus surveillée du monde, et justement avec des technologies très sophistiquées de surveillance, d'identification des vivants, mais justement quand il s'agit de traiter les morts, alors là il n'y a aucune sorte de protocole pour identifier et aussi même pour sauver les corps, et leur donner une mort digne ou les enterrer. Alors là justement il y a plusieurs aspects qui entrent en jeu. Et je voulais aussi m'épancher aussi sur comment il existe aussi une sorte de colonialité du pouvoir dans des termes scientifiques, comme il y a une sorte de domination scientifique dans les processus d'identification et de gestion de la mort. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de virage épistémique qui modifie l'expérience et la compréhension de la mort à partir de la science. Ça veut dire quoi ? On va dire qu'à partir justement de la constitution de la civilisation, il y a eu la sécularisation de la théologie, c'est-à-dire la pensée cartésienne et médico-légale, qui est, on va dire, un peu comme l'aboutissement de la civilisation. Ça veut dire d'abord je pense et après j'existe. Donc du coup, ces méthodologies eurocentriques basées sur le pragmatisme, sur la science et la santé, sur l'administration, sur la bureaucratie, même si d'un côté peut être des très grandes utilités pour identifier des corps, pour générer des activismes légaux, aussi ça peut être aussi une sorte d'obstacle pour beaucoup de personnes. Par exemple, on peut avoir l'exemple de l'OIM justement qui dépolitise les disparus à partir des chiffres. Ils ont été pionniers dans le comptage des morts, mais en même temps ces chiffres ont été justement décontextualisés, dépolitisés, et sont souvent utilisés justement pour militariser encore plus les frontières, en disant que justement ces morts et ces disparitions sont résultats non des passeurs ou des dangers auxquels les migrants font face justement par les mafias des passeurs, comme ils s'appellent. Alors justement, lorsque ce domaine scientifique rentre en jeu, au cas en Amérique latine, mais surtout au Mexique récemment et en Amérique centrale, les victimes ou les familles ont commencé à avoir une sorte de relation technique avec les laboratoires forensiques. C'est-à-dire que beaucoup de gens commencent à être exclus des langages, des langages spécialisés, de l'imposition du génétique. C'est une conception individualiste de la mort et de la vie. Alors justement, là, il y a une question que j'aimerais poser, justement comment on peut arriver à décoloniser les connaissances qui justement des fois aussi servent pour aider à identifier les corps, et quelles nouvelles représentations et formes de guérison peuvent-elles ouvrir lorsqu'on fait justement face ou lorsqu'on ouvre à des nouvelles voies, c'est-à-dire au savoir des gens, des familles qui se basent à partir justement, comme Carolina le disait, les intuitions, les rêves, d'autres façons d'aborder la mort, d'autres façons d'aborder la matérialité du corps, du cadavre, justement. Et moi je pense qu'au moins théoriquement, je pense qu'on devrait un peu plus se servir justement des théories qui sont anticoloniales, pas décoloniales, mais aussi des théories féministes situées justement, parce que justement la mort n'est pas la même au Niger, en Italie ou au Mexique. Ni la signification de la mort, mais ni la signification d'un cadavre ou du deuil. Et après, pour commencer à finir et peut-être commencer la discussion, je voulais aussi souligner aussi comment il existe aussi une sorte de nécropouvoir, une nécropolitique publique qui est exécutée aussi pour gérer et réguler les effets adjacents de la mort, c'est-à-dire comme la souffrance sociale. C'est-à-dire comme il y a des entités qui justement sont humanitaires ou sécuritaires et dont leur objectif est justement de mener les victimes à travers les bureaucraties, à travers des espaces, à travers l'attente, pour ne pas avoir un accès total
dans beaucoup de cas, à la vérité, à une sorte de justice, ou pour trouver les corps. Par exemple, ici en Tunisie, depuis 10 ans qu'il y a la lutte des familles pour chercher les disparus, il y a presque jamais eu un cas de répatriation d'un corps, justement parce qu'il y a eu un blocage administratif énorme, aussi parce que certains corps ne sont pas considérés comme importants, et cela ne constitue pas une priorité. Et aussi, c'est vrai qu'il y a une impossibilité, on va dire, technique et scientifique de pouvoir retrouver. Mais il y a une sorte aussi de manque de volonté qui est justement aussi raciste, qui a empêché aussi de pouvoir, qui justement s'impose avec l'objectif de faire attendre les gens et justement instrumentaliser l'administration, la bureaucratie et l'attente comme des armes sociales et politiques. Bon, je pense qu'on peut commencer la discussion et je voulais seulement aussi dire que ce cycle s'encadre ce séminaire s'encadre dans un cycle qui s'appelle Penser par les marges et justement on a voulu commencer par les sujets des disparitions et des migrants morts justement parce que souvent on a tendance à considérer les marges comme des espaces et comme des dynamiques qui sont complètement marginalisés, alors que souvent ce sont ces espaces-là frontaliers qui sont au cœur de l'État et des nouvelles formes de régulation. Justement où on peut voir comment le pouvoir de la disparition, de la forme, de la phase des techniques de disparition réside aussi dans la capacité de l'État à nier les responsabilités de ces crimes, tout en prenant soin de faire prendre conscience à la société qu'elle peut tuer en toute impunité ou laisser mourir en toute impunité comme les populations migrantes. Donc, je vais passer avec Valentina, si tu veux dire quelque chose, et puis on va faire la discussion. Oui, oui, je vais rester très bref, mais merci beaucoup Carolina et Edgar pour ces idées si bien présentées. Ça m'a beaucoup fait penser, cette idée de border beings, Carolina, et d'une anthropologie de la disparition, au lieu de se focaliser ou s'appuyer sur une anthropologie de la mort, ou de la vie, ou de la migration, comme point de départ. Et ça m'a surtout fait penser à qu'est-ce qu'il s'est passé à Zerzis, du coup, cette ville du sud-est tunisien, de Djerba, où j'ai fait mon terrain pour mon doctorat, et où j'ai pu un peu voir l'évolution de la relation des différents acteurs et habitants avec la question de comment est-ce qu'on devrait enterrer des personnes inconnues qui n'ont aucun lien avec Gergis, dont on ne sait absolument rien, qui des fois ne sont même pas des corps entiers qui sont retrouvés. Donc cette question de comment enterrer vraiment les inconnus a été, pendant que j'étais à Gergis, transformée dans une question de plus en plus médiatisée et de plus en plus reprise par différents projets, différentes initiatives, certains citoyens, certains activistes, certains Tunisiens de Gergis, certains transnationales, et ça a regroupé énormément d'initiatives différentes, mais à la base de toutes ces initiatives, il y avait cette volonté, quand tu disais des activistes et des bénévoles de la Croix-Rouge à Catania, cette volonté de faire quelque chose pour ces morts, de ne pas les laisser s'effondrer dans le sable et dans le désert, de les enterrer de manière plus digne, de laisser une trace, de les rendre visibles, et de cette sorte de leur trouver une place et une manière d'être attachés à ce territoire de Gergis, de la Tunisie, comme les bénévoles dont tu parles l'ont fait pour Catania. Et comme aussi, depuis 10 ans, c'est incroyable que ces petits gestes continuent à se reproduire. Et ça serait une autre question, je suppose, de comment ça change l'attachement des personnes qui, après 15 ans, 20 ans, 10 ans, s'impliquent dans ce petit geste. Et ça, c'est un peu une question à part de ce que je voulais dire, qui est de l'ordre d'inverser un peu cette idée, du coup, à Gergis, comme à Catania, comme au Mexique aussi, quand il y a des corps retrouvés. On cherche à faire quelque chose pour ces morts, pour les visibiliser, pour les humaniser. Et justement, au contraire des border beings,
qui ne peuvent pas être fixés, qui sont troublants, qui ne sont pas identifiables et qui restent comme des fantômes autour de nous, qui sont des présences. Et on doit faire face à ces présences qui ne sont pas des présences, comment dire, avec des affects positifs peut-être. Il y a une lourdeur, il y a un trouble, pour employer le mot de Donna Haraway. Qu'est-ce que ça pourrait donner de les laisser troublants et du coup de ne pas faire de petits gestes, de donner de la dignité aux morts ou de fixer un cimetière à Zerzis. Maintenant il y a un cimetière incroyable signé par un artiste, dédicacé à ses filles, tout un projet absolument autre dont on peut discuter si on veut. Mais qu'est-ce qui se serait passé si au lieu d'une politique du fixing, et donc d'ancrer les morts et de leur donner une appartenance, un lieu, une visibilité, on poursuivrait une politique du trouble et du border beings et du fait que it's haunting. Je ne sais pas comment le dire en français. Ça trouble, c'est spectral et ça reste spectral. Et c'est ça le départ à la fois d'une connaissance anthropologique et à la fois peut-être d'un mouvement politique aussi. Je dis ça après, comme toi, 10 ans, de se dire waouh, savoir qu'il y a des morts et les enterrer et essayer de faire de petits gestes. Au final, est-ce qu'on est arrivé au bout d'une politique? Est-ce qu'une autre politique peut être entamée aussi avec eux? Et quelle pourrait-elle être? Voilà, mais bon, c'est un peu dépensé. Voilà, donc peut-être qu'on laisse Caroline répondre si elle veut répondre. Et puis moi je vais commenter. Oui, certains. Oui, je peux. Après peut-être qu'on peut éteindre la caméra pour parler plus librement. Oui, est-ce qu'on pourrait faire ça pour la discussion? Hey, on éteint la caméra comme ça, on est plus libre d'échanger des politiques spectrales. Oui.